Merci de nous rejoindre. C'est mardi, nous sommes le 13 octobre 2015. Nous accueillons notre premier invité de 11h. Il vient de se présenter sur le plateau de la radio africaine. Il s'appelle Joe Okitawonia Malondi. Merci d'être avec nous, Joe. Alors, vous êtes plasticien, vous êtes également auteur, vous êtes originaire de la RDC et vous venez nous retrouver ce matin. Vous êtes de passage à Paris puisque vous êtes établi du côté de Saint-Étienne. Vous venez nous parler de votre participation au Salon d'art contemporain d'artistes africains, l'African Art Fair, qui aura lieu à partir de jeudi et jusqu'au 18 octobre prochain à la galerie Joseph Turenne à Paris. Ouais. Ça va? Oui, ça va très bien, ça va très bien. Alors, vous êtes plasticien, vous êtes également auteur, originaire de la RDC. Vous, après les études à l'école supérieure des Beaux-Arts d'Alger, et un long séjour en Algérie, vous vous êtes installé en France, plus précisément à Saint-Étienne, dans le but de faire connaître votre travail. Alors, au cours de cette exposition, vous allez intervenir sur le thème installation poubelle, c'est le thème écologique, donc. Alors, de quoi il s'agit, dites-nous? En tout cas, d'abord, avant de commencer, je dois dire merci d'abord aux plateformes Bouteflika Art qui organisent cet événement. Il faut savoir que nous, les Africains, on a vraiment besoin de ça, quoi, besoin de cette visibilité-là, parce qu'il y a un Américain qui a dit que quand vous faites les affaires sans faire de la pub, c'est comme si vous faisiez un clin d'œil à une femme dans l'obscurité. Donc, quelle belle expression. Bah voilà, les artistes, on a vraiment besoin de ça. Alors, je parle de ma performance. En fait, la performance, moi, je suis vraiment parmi les artistes qui défendent aussi cette idée de l'Union africaine. Oui. La vraie Union africaine, pas comme elle nous est présentée aujourd'hui par l'Association des présidents africains. Oui. Donc, voilà, quoi. La performance, en fait, parle de ça, parle de tous ces événements-là pour démontrer aux gens que la vraie Union africaine passe par le peuple, d'abord. Oui. Pas par parce que l'identité, si je me dis aujourd'hui je suis congolais, l'identité que je réclame d'être congolais, c'est une identité qui date de 1800 en fait. Lorsque nous avons construit les murs de Berlin un peu partout en Afrique. Oui. Voilà, c'est un peu ça, quoi. Donc l'installation va un peu dénoncer tout ça. Alors vous avez beaucoup performé du côté de l'Algérie, vous avez vécu pendant de nombreuses années, vous y avez d'ailleurs fait vos études supérieures des Beaux-Arts, donc aux Beaux-Arts d'Alger. Oui. Et votre travail a beaucoup tourné autour de la femme, autour du point G. Vos tableaux, on va dire, sont chauds. Les couleurs que vous utilisez sont vives, chaudes. Il y a beaucoup d'humanité. Alors, comment vous pourriez présenter votre travail aux auditeurs qui nous écoutent? En tout cas, c'est difficile toujours d'un artiste de parler de son travail. En fait, moi, vous parlez de ma démarche artistique. C'est vrai que je suis né 2 fois, il faut le préciser. Oui. Biologiquement, je suis né au Congo. Artistiquement, je suis né en Algérie. Donc, je suis le plus algérois des Congolais. Alors, qu'est-ce qu'on a oublié? En quelle année la naissance au Congo? En quelle année la naissance en Algérie qu'on essaie de se placer? Bon, la naissance en Algérie, faut le placer à partir de 2000. Donc, 2000 et la naissance au Congo? La naissance au Congo, c'est à partir de 78. Je réfléchis avant de dire. Tu dois avoir un âge CFA toi aussi, mais bon, ok. Je peins beaucoup de femmes. Vous savez, nous avons une éducation chrétienne, une éducation aussi dans toutes les religions, quoi. Voilà, oui. Vu qu'il faut savoir en Afrique, la religion est vraiment imposante. Ce qui fait que l'homme a toujours été au centre de tout. Donc la femme vient toujours en deuxième position. Et moi, à travers mes peintures, j'essaie de poser des questions différemment, en fait. Oui. Par exemple, je me dis, si Dieu avait créé la femme et la femme a accouché l'homme. Par exemple, j'essaie de demander pourquoi toujours la femme vient toujours en deuxième position. Oui. Moi, je suis pour ces gens-là qui est pour qu'il y ait un pape femme, qui est aussi un imam femme, un rabbin femme. Donc voilà. Toi, je t'aime. Voilà un vrai bonhomme. Ouais, c'est ça aussi, parce que la femme, déjà qu'on voit même en Algérie, en Afrique, partout, en fait, c'est des femmes qui sont la fondation même quoi de l'éducation des enfants. La culture passe d'abord par la femme. Alors voilà. C'est un peu leurs conditions qui vous questionnent. Ouais, des conditions, et puis vu que la femme est subit toujours toute forme de violence verbale, physique, et personne n'en parle. Et vous savez qu'à la République démocratique du Congo, il y a eu au moins 6 millions de morts et des femmes sont violées, quoi. Et c'est mon rôle en tant qu'artiste de dénoncer tous ces échecs-là, ces brutalités-là. Voilà, je le fais à travers mon art. Et pourquoi la femme a subi tout ça, en fait? On ne sait pas, je crois peut-être qu'on a peur de la femme, les hommes. Merci de le dire. Ouais. Parce que si on dit que, en tant que croyant, en tant que chrétien, si on dit que Dieu a tout créé, donc il est temps de parler aussi de la maternité de Dieu. Donc quelque part, Dieu est une femme, il a donné naissance à tout ce qui existe, quoi.
Vous allez plaire à Fatou. Depuis que je dis que la femme est bien, que Dieu est tout, on peut pas me croire. Merci. C'est Joey ou Joe en fait ton nom? Ça s'écrit J vous O. voulez, Joey, Joe. Tes parents ils ont dit quoi? C'est Joey ou Joe? Joey. Voilà, c'est Joey. Donc si les parents ont dit c'est Joey, on t'appelle Joey. Bah ouais, Joey, ouais. Et d'ailleurs, j'ai sous les yeux quelques-unes de vos œuvres qui tournent autour de la femme. Ça évoque l'enfantement et tous ces moments forts dans la vie d'une femme, l'accouchement, la grossesse. Ouais, moi, ça vous parle tout ça? Ça me parle tout ça, c'est juste pour rappeler l'origine du monde, quoi. Oui. Aujourd'hui, moi, des fois, quand je vois des enfants arriver à 18 ans, à 17 ans et dire à leurs parents ou à leur truc, ouais, l'école, elle m'énerve, tout ça, j'ai dit, écoute, ça c'est déjà qui t'a supporté pendant 9 mois, on n'a rien demandé, hein. Hein? On n'a rien demandé. Bah ouais, mais il s'est privé de trucs pour arriver à que tu puisses aussi avoir certaines libertés, avoir où dormir, avoir quoi manger, et puis arriver à 18 ans, tu crois que voilà quoi. En dehors des mais si la mère aussi c'est une vraie conne, on peut le dire aussi, non? C'est pas parce que c'est la mère qu'on peut pas en tout cas, je préfère être archaïque à ce point-là parce que moi je suis africain, donc la maman c'est la maman, donc touche pas. Même si elle fait des conneries, même si elle est mauvaise, même si elle est assassine, la méchante, meurtrière, la maman c'est la maman. Tu sais, on parle tellement de droits de l'enfant, mais on ne parle pas des devoirs de l'enfant envers leurs parents. Il faut parler de ça. Et est-ce qu'on peut aussi parler des devoirs des parents envers l'enfant? Ouais, les devoirs des parents, déjà, les filles qui se lèvent très tôt le matin, on est à Paris, quoi. Paris, c'est ici que tu manges ton totem. Si les parents se lèvent le matin pour aller chercher quelque chose à manger pour leurs enfants, c'est alors... pas qu'à Paris, c'est de partout. Ouais, de partout, mais je prends l'exemple des Paris, on est à Paris. Et parce que si tu vas jusqu'à te poser la question de savoir que Dieu, si on est tous là, il peut être une femme puisque c'est lui qui nous a accouchés, à ce moment-là, moi je te suis dans ta logique, et à ce moment-là, ouais, le parent aussi, on peut aussi se poser la question et détourner la question sur le parent. Si l'enfant a un devoir vis-à-vis de ses parents, les parents ont aussi un devoir vis-à-vis de leur enfant. Ouais, je suis pas contre, c'est vrai, c'est toujours ça. Le devoir de l'accompagner, donc la maman qui va tuer quelqu'un, étrangler, égorger quelqu'un, sous prétexte que parce que c'est la maman, on va lui donner tout le respect? Non, mais je pose la question, je veux savoir. Non, attends, lui il travaille autour de... Ah, non, mais il faut bien parler, hein. Alors, d'ailleurs... Je crois pas, c'est avant l'émission. Joey, oui, vous aurez l'occasion hors antenne d'ailleurs, de continuer la discussion avec Fatou. Vous avez d'ailleurs installé votre travail, vous avez exposé un petit peu partout à travers le monde, en France souvent, mais aussi au Brésil par exemple, et puis également du côté de la Palestine, du côté du mur de la honte notamment. Alors qu'est-ce que c'est ça? En tout cas, le mur de la honte, j'étais pas en Palestine, j'étais en Algérie. C'est une installation qu'on a fait avec un ami, Amin Lapter, un grand caricaturiste algérien aussi. Alors on a travaillé sur ces thèmes-là. Il faut dire qu'à un certain moment, la violence, quelle que soit leur forme, on les défend, quoi. Même si on essaie un peu d'être juste, toute forme de violence, et voilà, c'est que à l'époque, avec ce mur de la honte, voilà, on a dénoncé ce qu'il fallait dénoncer. C'est un peu ça. Alors justement, qu'est-ce que les artistes africains ont apporté à l'art contemporain aujourd'hui? Vous savez, lorsqu'on parle de l'art contemporain, si on prend seulement l'exemple de l'art contemporain, ça veut dire l'art d'aujourd'hui. Et dès que vous allez en Afrique, c'est pour ça, c'est pour ces plateformes qu'il faut vraiment beaucoup encourager, quoi. Boutoufi Art avec Christian Miltoni qui fait un gros travail autour de ça. Il faut vraiment encourager parce que ça permet cette visibilité-là. Les gens croient que l'art a commencé en Europe ou un truc. Vous avez déjà l'exemple de Picasso qui est l'un des plus grands élève des artistes africains qui a bien assimilé la leçon aujourd'hui avec le cubisme. Bon, l'art africain, moi par exemple, je prends mon exemple, moi quand j'étais enfant, moi j'ai fabriqué mes propres jouets. Et voilà, quand on joue, voilà, on fait il y a de la performance, il y a déjà quelque chose de contemporain en Afrique. L'Afrique c'est vraiment un grand musée à ciel ouvert. Et quand je viens ici, j'essaie de voir aussi, voilà, quand tu vois que tu vas dans de grands musées où tu vois des installations, tu te dis, bah, tu cherches un enfant africain, de quel point de pays d'Afrique, il te fait un truc, voilà, quoi, hallucinant. Donc c'est un peu ça, mais l'Africain, j'ai aussi un autre discours par rapport à l'Africain, moi, et par rapport à l'art contemporain, plutôt. Il faut savoir que l'art contemporain, moi je le vois dans deux sens. Le premier sens, c'est si c'est un art, voilà, par rapport à la définition, c'est l'art d'aujourd'hui, mais après, je dirais aussi que j'aime pas vraiment parler de ça parce que ça fait partie de quoi, c'est une exemple qui existe. C'est aussi, il faut voir, pour moi, enfin, l'art contemporain, c'est défini après les temps.
Donc c'est les temps qui définissent si on est un artiste contemporain ou pas. Oui. Donc c'est l'art qui n'a pas moisi dans l'espace-temps. Aujourd'hui, nous allons voir le masque africain. Jusqu'à aujourd'hui, ça étonne toujours des gens. Donc il vit avec nous. On peut prendre l'exemple de la Tour Eiffel. Là, pour moi, je dirais que ça serait prétentieux de se dire que je suis artiste contemporain. Parce qu'il faut attendre un peu le temps. Ou si on prend juste le premier exemple en disant que voilà, l'art contemporain, c'est l'art d'aujourd'hui, voilà. Et pour les artistes africains, je vais inviter aussi beaucoup de gens à venir à l'Expo, voir vraiment, il y aura plus de 60 artistes africains qui vont vraiment montrer leur art, et voilà quoi. Et je sais que moi, personnellement, Joe Kitaona, je vous garantis, un orgasme visuel. Ça, tu sais nous parler, toi. Alors, un mot également sur votre travail d'auteur, rapidement, Joey. En tout cas, mon travail d'auteur, comme on venait de parler des parents, pour moi, j'avais écrit ça pour permettre à tous les gens qui aiment mes peintures d'essayer de voir à travers mes écrits, voir vraiment comprendre ma peinture en même temps aussi. Et c'était un moyen aussi d'honorer mon père, qui est un architecte, M. Pimalandi, il faut voir, parce que ça parle un peu, c'est un peu une autobiographie qui parle de moi, qui parle de ma famille, comme on a vécu, qui parle aujourd'hui de tous les sacrifices que mon père a dû faire pour qu'aujourd'hui je puisse être là devant vous, quoi. Donc c'est un peu ça, quoi. C'est quelque chose pour honorer aussi la République démocratique du Congo, dont je suis ambassadeur, l'Algérie, dont je suis ambassadeur aujourd'hui. Donc ce qui fait que, à travers le bouquin, l'Évangile selon Joe, j'ai essayé carrément de parler aussi de mon côté, de ma foi, de tout. Voilà, ça parle un peu de ça, de ma vie. Mais justement, ta vie, moi ça m'intéresse. Donc, t'es né en RDC, oui, t'as grandi dans une famille. J'ai grandi dans une famille. De combien d'enfants? 5. Je suis l'aîné de la famille. Et puis, les cadets, c'est un garçon. Et au milieu, c'est des filles. Donc, j'ai grandi qu'avec des filles, vous imaginez. Donc, déjà, t'étais conditionné. Déjà, j'étais conditionné à. Voilà, quoi. C'était. Bon, avec l'éducation qu'on a eue avec mon père, c'était que, voilà, quoi. Il y avait une certaine égalité depuis la maison avec mes sœurs. Ça, c'est génial, ça. Voilà, Fifi Malandi. Souvent, dans les familles africaines, les garçons Mimi sont Malandi, rois. voilà, c'est un truc, quoi. Ouais. Bah, ouais, et Bernie Malande aussi, ça fait partie de la famille. On était tout le temps dans papa est architecte, maman. Oui, papa est architecte, maman fait un peu de la commerce, quoi. Ouais. Et tout ça à la maison. Donc tu te préparais aussi, on t'a appris à cuisiner. Ah, moi je cuisine très bien. Je suis un cordon rouge. Congolais, hein? Un Congolais. Et justement. Les Congolais ne savent pas que chanter. Ils savent faire aussi. Oui, c'est vrai, les gens. Ils se débrouillent en cuisine, c'est vrai, moi j'en connais quelques-uns, ils savent tous faire à manger. Ah ouais, les Congolais sont des gentlemen. Ce sont des quoi? Dans les chansons, ce sont des gentlemen. Dans les chansons. Mais vous suivez les chansons congolaises, ça parle que de l'amour, ça parle que de la rumba, c'est un peu ça, quoi. Alors justement, vous terminez, peut-être que c'est déjà fini d'ailleurs, votre second roman intitulé Le procès du cochon. Alors vous avez vécu en Algérie pendant de nombreuses années. Oui. Ce titre est quand même assez provocateur, Joey. Ouais, moi je trouve que la provocation des fois c'est bien, ouais. Ça pousse un peu les gens à se poser des questions, à réagir, tu vois. Quand les gens réagissent, ça veut dire qu'il y a un malaise quelque part. Moi, c'est tout simplement beaucoup de gens à qui j'ai demandé la question sur pourquoi ils mangeaient pas le porc. J'ai jamais eu de vraies réponses, quoi. Et il y a aussi quelque chose qui m'a toujours étonné, c'est de voir des gens, surtout mes amis, la plupart de mes frères musulmans, c'est qu'ils s'attachent. Le fait de ne pas manger le porc justifie leur appartenance à la religion. Donc ils sont prêts à tout faire, mais s'ils ne mangent pas le porc, c'est bon. Ils se droguent, ils boivent l'alcool, tout. Mais le cochon, alors que le cochon, c'est très bon. Toi, tu manges le cochon? Ouais, moi je mange le cochon. Mais en fait, la question que je me pose, c'est en fait c'est un cochon qui se pose des questions. Il voulait se convertir aussi. C'est pas seulement les frères musulmans, même tu pars chez les juifs, ils mangent pas de cochon. Alors le cochon voulait se convertir. Il a dit bon, je vais devenir musulman. On lui dit non, tu peux pas. Alors il voulait savoir pourquoi il peut pas devenir musulman lui aussi. Alors on a commencé à donner des raisons. Et lui qui répliquait que moi, je n'ai jamais rien fait de mal, j'ai tué personne. Et lui il posait la question et vous droguez, vous faites tout, vous entre moi et vous, qui est halal et qui n'est pas halal. Donc la question tourne autour de ça en fait. Et le bouquin là, il finit quand je vais lire ça? Non, mais ça finit. Mais pour le moment, avant que les bouquins finissent, ils sont en train d'écrire aussi un bouquin sur le point G de la peinture. Le point G de la peinture. Bon alors, il faut que tu m'expliques qu'est-ce que c'est que ce putain de point G. Parce que nous on est là, on n'arrive pas à trouver notre point G. Tous les hommes qu'on a eu, personne n'a réussi à trouver ce point G. Donc toi là. En tout cas, moi j'ai jamais des problèmes à ce côté-là. T'as jamais eu de problème? C'est quoi le point G? Il reste toute la journée devant l'une de ces peintures et garantie au bout de 24 heures. J'ai un orgasme. Voilà. Bah ouais, pour tous les gens qui n'arrivent pas, voilà. Bon, non, vous comprenez, qui viennent, ils achètent les tableaux de Joe comme s'ils diront à leur femme, et voilà, chérie, j'ai amené du Joe à la maison. Donc, le problème est résolu, quoi. de Viagra. C'est quoi le point G d'eau?
En fait, le point G, c'est une zone érogène, quoi. Se trouve chez la femme, ça peut se trouver chez l'homme aussi. Mais moi, quand je défends le point G, je parle d'abord de l'organe. Vous savez, dans le point G, selon moi, c'est comme moi je vois. Et ça, quand j'essaie de le relier avec mon travail artistique, d'abord le point G, il y a les côtés, qu'on peut dire secret, les côtés d'intimité. Donc c'est le travail qui se passe dans l'intimité qui est jugé par le spectateur, en fait. Bon, un tableau, pour moi, un tableau qui atteint le point G, c'est, quand je parle du point G, au-delà de tout ce qui est harmonie de couleurs, au-delà de tout ce, en fait, c'est un tableau qui a une âme, un tableau qui communique quelque chose. Quand quelqu'un est devant ton tableau, moi j'ai vu des gens devant mon tableau rester et regarder les tableaux, voilà quoi. Et là, tu sens qu'il y a quelque chose qui est passé visuellement déjà. Ils ressentent quelque chose, voilà. Ça, ça excite, voilà, c'est quelque chose, c'est là que madame a du travail à faire. Dans ce côté-là, elle aura de la chance, en fait. En tout cas, les quelques extraits de tes peintures sont très, très, très jolis. C'est vraiment très, très joli, et je te dis pas ça parce que t'es là, parce que si ça avait pas été beau, je t'aurais dit c'est pas beau, j'aime pas. Ouais, j'aime beaucoup. Vrai. Et par contre, il y a aussi, comme je te le disais tout à l'heure en off, ça ressemble beaucoup, enfin, en tout cas, ça fait penser à du Picasso. Oh oui, selon le monde entier, ça ferait penser à Picasso, mais selon moi, ça fait penser à mes ancêtres, en fait. Vas-y, explique-nous. C'est une forme. Vous savez, il faut savoir que l'art africain, depuis la nuit des temps, a toujours été cubique. Il faut savoir ça. L'effet de représenter les choses par leur code, voilà, c'est ça, en fait, la philosophie du cubisme, en fait. Il faut savoir que dans l'art africain, déjà, l'effet, tout est lié, en fait. Déjà, l'effet où il y avait deux masques, il y avait un danseur. Et le masque représentait, par exemple, l'esprit qui a été, tu vois, dans cette cérémonie, en fait. Qui fait que il y a la musique qui est accompagnée, il y a les pas de danse qui est accompagnée. Je vais prendre l'exemple, par exemple, du masque de Picasso, qui parle carrément il y a une partie où on voit le masque Mbangu, je crois, de la République démocratique du Congo, qui est représenté dans son tableau, les tableaux phares du mouvement cubiste, les Demoiselles d'Avignon. Ces tableaux-là, tout simplement, c'était pour conscientiser les gens qui se moquaient, des gens qui souffraient de l'épilepsie. En fait, c'était le rôle. On essayait de les conscientiser avec toute la danse. Et tout ça, moi, en fait, c'est une forme de revendication. En fait, je suis en train de me réapproprier, en fait, tout ce qui m'appartient, en fait, dans toute légitimité, quoi. Donc, tu es en train de nous dire que Picasso, en fait, il s'est inspiré de l'art africain et qu'en fait, c'est pas lui. Parce qu'aujourd'hui, on dit Picasso, mais c'est même pas un opportuniste, c'est un usurpateur. Je ne dirais pas, en fait, vous savez, je ne dirais pas jusqu'à Dubarté, mais Picasso, il a compris, Picasso n'a pas volé, il a compris, Picasso, il s'est approprié de ça aussi, quoi. Il a donné un truc, quand tu vois les tableaux de Picasso, on ne peut pas l'orienter géographiquement, on ne peut pas l'orienter dans le temps, c'est un tableau qui a l'Afrique, en fait, c'est universel, quoi, en fait, les tableaux. Voilà, c'est un peu ça, quoi, les tableaux de Picasso. En fait, il a juste exporté l'art, mais en vérité, cet art-là, c'est pas du Picasso, c'est du RDC, c'est du Africa. Voilà, c'est l'Africa. Voilà, l'Africa, c'est ça. Voilà, c'est un peu les boutoufiques art, c'est ça. On peut pas se limiter, c'est mon niveau de l'art. On peut aller, même au niveau de la musique. Quand tu prends, par exemple, ce qu'on dit aujourd'hui, la rumba. La rumba, en fait, c'est la langue, c'est l'espagnol qui a vraiment apporté cette modification. Avant la rumba, c'était quoi? C'est la danse du nombril, quoi. La kumba. Voilà, qui vient de l'Afrique aussi, qui vient du Congo. Tu peux prendre le tango aujourd'hui, qui est beaucoup de gens, c'était une danse festive, en fait, à l'époque. Mais le blanc, pour essayer de copier les pas, ils ont schématisé ça, qui fait le tango aujourd'hui, comme on sait, comme on danse, mais en réalité, ça, on peut prendre beaucoup d'exemples. En tout cas, ils nous ont tout pris. On peut prendre aussi, quoi, la capoeira, en fait, d'origine, qu'on peut savoir, d'origine angolaise. Les esclaves qu'on amène au Brésil, mais aujourd'hui, on dit que c'est brésilien, en fait, c'est ça, quoi. Il y a tout ça. Tout vient de la terre-mère. L'Afrique n'est pas le berceau de l'humanité, parce qu'un enfant dans le berceau, il fait rien, il dépend que de ses parents, mais moi, j'ai dit l'Afrique, c'est l'origine du monde. L'origine du monde. L'Afrique, c'est l'origine du monde. Tout vient de là. Notre invité très inspiré, très talentueux, très passionnant de t'écouter. Absolument. Donc à l'occasion de cette exposition, à partir de jeudi 15, donc jusqu'au 18 octobre prochain, ça se passe à la galerie Joseph Turenne à Paris. L'adresse est 116 rue de Turenne à Paris, dans le 3e. On fait un clin d'œil également à Beautiful Art, qui est une agence de promotion d'œuvres d'art d'artistes africains plasticiens installés en France depuis 2009. Sa particularité est de faire découvrir des artistes africains sur la scène européenne à travers le monde. Donc, c'est tout à votre honneur. Merci d'être passé, Joe Okitaouonia. Merci. Qui veut dire l'héritier du soleil. L'héritier du soleil. Merci beaucoup. Un dernier mot au public qui nous écoute, aux Congolais de la RDC qui nous écoutent ce matin. Je voulais poser une toute petite question. Est-ce que tu as été voir l'expo Beauté Congo à la Fondation Cartier?
Ah bah, je suis pas encore allé, mais après l'Expo, je vais faire un tour. Ouais. Profites-en, là, t'es à Paris, là. Bah moi j'ai grandi, ça je connais très bien, mais je vais aller voir là. Mais ça m'étonne que tu pas. C'est parce que t'es pas exposé là-bas, en fait, t'es passé, tu fais la gueule. Non, c'est mes vieux qui sont là-bas. Ce sont des gens que j'aime bien, que je connais depuis, donc c'est quand j'étais petit. Tu les as côtoyés? Je les ai côtoyés, j'ai vu, voilà quoi. Mes grands, Bardi Barouti, les autres que je salue de loin. Voilà. Un dernier. Il est mignon, hein? Un dernier petit message, Fatou, il reste 1 minute au public qui nous écoute, aux Africains de la RDC, à tous les autres. En tout cas, je vais dire à tous mes frères algériens, mes frères congolais, voilà, que je les aime beaucoup, voilà, et mes frères stéphanois qui sont à Saint-Étienne, que j'aime beaucoup. Donc,